c'est un grand défi que j'ai fait. On a pris une décision. Parce que moi, Canada, Québec, c'était mon rêve depuis l'âge de 10 ans. Parce que j'ai regardé un film qui s'appelle Le Canadien au Maroc. Il le diffusait chaque samedi, les années 80. Puis, c'était un monsieur généreux, c'était un monté de cheval, la gendarmerie royale. C'est un monsieur de la gendarmerie qui n'a jamais attrapé les méchants avec une méchanceté. Il était tellement gentil. J'ai dit à papa, c'est qui ce monsieur? Il m'a dit, c'est un gendarmerie royal. Où il habite? Il m'a dit, à Canada. Ça restait Canada dans mon cerveau, dans mon cœur. J'ai dit, un jour, il faut que je le salue, comme ça. Ma fille, Sofia, elle a une maladie. Et on le connaît quand Sofia arrive à 12 ans, ne marche pas. Et non, c'est pas normal qu'un enfant de 12 ans ne marche pas. On commence à visiter différents médecins. Il nous dit qu'il a une maladie. Et son physiothérapeute, Léo, ça s'appelle Léo Melén, et Léo nous dit que la meilleure place pour Sofia, pour un traitement et pour un test qui besoin de ADN, c'est Canada. Et tout commence comme ça. Et on commence à revenir. On peut aller, on peut chercher une solution pour Sofia et tout commence comme ça. Hicham et Lola, 2 immigrants. Un du Maroc, l'autre du Costa Rica. 2 personnes qui habitent ici depuis quelques années déjà. Ils sont venus par leurs propres moyens s'installer en Beauce. Hicham par envie de découvrir la région et ses grands espaces, et Lola a quitté son poste de juge pour avoir les meilleurs soins de santé pour sa fille. Mais pour la plupart des immigrants ici, la raison première de leur présence, c'est pour gagner leur vie de façon décente. Et ça tombe bien, on a un besoin criant de travailleurs en Beauce. Je dirais qu'en 2012, on avait déjà des travailleurs étrangers temporaires qui s'installaient dans la région. Mais là, c'est une explosion, tellement qu'il y a un besoin au niveau de la main-d'œuvre dans la région. Les entreprises vont de plus en plus vers le recrutement international pour avoir leur main-d'œuvre dans leur entreprise. Il y a eu des années difficiles, là, 2008, 9, 10. À partir de 2011, on a recommencé parce qu'on a fait beaucoup de mises à pied, c'est ça. Il y a eu une récession à ce moment-là, les 3 années dont je vous parle. Ensuite de ça, on est un milieu syndiqué. Alors, quand on a recommencé, quand les commandes ont recommencé à entrer, on a commencé à rappeler nos gens. Alors, on avait plusieurs gens sur les listes de rappel. Donc, 2011 a été l'année où ça a recommencé à repartir tranquillement. On rappelait nos travailleurs puisqu'ils avaient des droits de rappel. Et à partir de 2012, on a commencé à embaucher des nouvelles personnes, OK? Et je vous dirais qu'on n'a pratiquement pas... Depuis 2012, on n'a pratiquement pas arrêté d'embaucher. On a été sollicité par une agence, justement, qui faisait du recrutement à l'international. À ce moment-là, ça commençait. Parce que moi, je me souviens, quand j'ai commencé ici aux ressources humaines, on parlait de rareté de main-d'œuvre. On disait, il s'en vient là, on est en rareté de main-d'œuvre. Éventuellement, ça va être la pénurie de main-d'œuvre. Et c'est là qu'on est rendu présentement. Alors, les agences de recrutement, eux, c'est sûr qu'ils entendaient ça. Alors, à un moment donné, ils sont venus solliciter et offrir leur service. Okay. Majoritairement, ils vont venir de la France, mais on en a beaucoup de l'Amérique latine. Donc, si on parle du Costa Rica, Nicaragua, Colombie, par exemple. On en a également de plus en plus qui viennent du nord-ouest de l'Afrique. Donc, on va voir de la Tunisie, du Maroc, du Cameroun également, la Côte d'Ivoire. Donc, c'est principalement les pays qu'on va recevoir ici. Pour ce qui est du Costa Rica, la Colombie, quand les entreprises analysent le tout, souvent, ils se rendent compte que c'est des pays où est-ce que le taux de chômage est très élevé.
et qu'il y a une main-d'œuvre qualifiée et disponible. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le critère de la langue définitivement là, qui les amène vers là, mais c'est davantage pour aider ces gens-là à se trouver un emploi. Et c'est pour améliorer aussi la qualité de vie de ces familles-là, parce qu'il y en a plusieurs qui rêvent de venir ici au Canada. C'est un peu comme le rêve américain, donc de venir s'installer ici, d'avoir une meilleure qualité de vie pour eux et leur famille. On a 180 travailleurs de 55 ans et plus ici. Alors, fait que là, ça commence. Les gens quittent, s'en vont à la retraite. Mais ça a commencé avec les soudeurs. Puis là, ben, on est en pénurie pratiquement partout. Le premier pays où est-ce qu'on est allé recruter, c'est au Costa Rica. Ça a été le premier pays. Je dirais qu'il y a eu 2 ou 3 missions. Quand je parle de mission, ben, c'est qu'on va là-bas, puis on fait passer... c'est le processus d'embauche qu'on fait, mais là-bas. Il y a eu 2 ou 3 missions qui ont été faites au Costa Rica. Ensuite de ça, on a jumelé Costa Rica, Nicaragua. Et on retourne en mission. Là, on part dans 1 semaine et demie là, au Nicaragua. Une fois qu'on a sélectionné l'endroit d'où proviennent nos futurs travailleurs, comment se prépare-t-on à les accueillir? Je vais préparer l'accueil. Moi, je vais toujours les accueillir à l'aéroport. Avec une affiche Manac? Même pas, mais j'ai tout le temps un accessoire Manac quelconque, OK? Comme eux, j'avais des tucs, ça donne bien, il faisait froid, là, alors j'avais les tucs Manac. Ensuite de ça, je fais préparer des sous parce qu'on leur avance de l'argent. On leur donne pas, on leur avance de l'argent parce qu'ils arrivent ici, la plupart, ils n'ont pas d'argent. Hein? Alors, on leur avance. Fait que là, je leur remets de l'argent, je leur remets, voici, ça, c'est ton adresse. On les invite à dîner, on dîne avec eux. On en profite pour échanger parce qu'ils ont plein de questions là, quand ils arrivent comme ça. Il y a toujours un interprète avec moi puisque je parle pas espagnol. Ensuite de ça, on s'en vient ici en Beauce. On organise pour les ouvertures de compte. Je vais faire l'épicerie avec eux parce que là, le logement est prêt, mais il n'y a rien dans le frigidaire. Fait que on va faire l'épicerie. S'il y a lieu d'acheter des vêtements, on va acheter des vêtements quand c'est l'hiver, entre autres. Là. Donc, là, j'oublie peut-être des petits détails, là, mais c'est toute cette préparation-là. Le transport aussi. Il faut organiser les transports, effectivement. Souvent, les 2-3 premières semaines, on y va avec le taxi. Les immigrants sont maintenant engagés. Il faut les intégrer à leur nouveau milieu. De quelle façon s'y prend-on? On a une 12aine d'ateliers. C'est vraiment pour les aider à bien comprendre notre communauté, notre société, puis tendre vers l'autonomie. Donc, ne pas avoir toujours besoin de nous, d'une autre personne pour faire leurs choses. Donc, le système bancaire, on va parler du système d'éducation, le système de santé, comment que ça fonctionne quand je vais voir un médecin. On s'entend que même les Québécois ont de la misère d'avoir un médecin de famille. Donc, imaginez une personne immigrante qui vient d'arriver, de comprendre ce système-là. Donc, on donne des ateliers sur le choc culturel. La hiérarchie est très importante dans certains pays, puis ça fait en sorte que nos relations avec l'autorité ne seront pas pareilles. Comme nous, en tant que Québécois, on est plus du type gestionnaire dans les entreprises. On pense que nos gens sont professionnels, sont capables de prendre des décisions, puis on a un cadre déterminé pour prendre ces décisions-là. Puis on est autonome, puis ça va bien, puis on démontre l'initiative. Dans plusieurs pays où la hiérarchie est extrêmement forte, je suis le boss, tu obéis et tu fais ce que je te dis. Puis c'est presque des demi-dieux. Donc, quand ces gens-là arrivent ici, par exemple, les yeux, donc ils vont regarder la personne comme ça quand ils vont y parler. Donc, les yeux vers le bas pour être sûr de ne pas manquer de respect. Parce que si on le regarde dans les yeux, c'est un affront. Donc, j'affronte mon supérieur et je lui manque de respect. Tandis que nous, en tant que Québécois, ça va être « ben voyons, il ne m'écoute pas ». Donc, juste là, avec l'atelier, la formation qu'on donne, on vient leur donner des pistes de solutions, des trucs pour, de savoir où est-ce qu'elle peut être la différence et après ça, comment ajuster et prévenir les problématiques. À partir du moment où ils commencent à travailler dans l'usine, là, ils se créent des contacts. Et normalement, après 2-3 semaines, ils ont déjà trouvé un moyen de transport. Ils vont covoiturer avec d'autres travailleurs. Là. Et ce n'est pas que du côté industriel que ça touche. La population est aussi interpellée.
Et puis, on va également faire de la sensibilisation dans la population. Parce qu'eux peuvent avoir la meilleure volonté du monde pour s'intégrer dans la communauté, mais si les gens sont là, puis sont fermés, puis ils font rien, ils font pas le pas pour les connaître, bien là, on est bloqué là. Donc, on fait de la sensibilisation pour mettre en contact les personnes immigrantes avec des Beaucerons, des Québécois de notre région, puis tout simplement pour qu'on se rende compte qu'ils sont plus similaires à nous qu'on le pense. Ça fait déjà plusieurs années que Louise, chez Manac, organise des arrivées de travailleurs immigrants. Elle nous parle de 3 hommes qu'elle côtoie quotidiennement. Voici d'abord la réalité de Marco. Puis Marco, son but, c'est clair, lui, il veut devenir citoyen canadien. Son épouse est avec lui. Ses enfants sont demeurés au Costa Rica, mais ce sont des adultes, alors c'est leur choix. Peut-être qu'un jour, ils reviendront ici. Mais Marco et sa femme veulent vraiment s'établir. Ils sont actuellement en location dans un condo. Puis je sais qu'il m'a déjà dit qu'il voulait éventuellement peut-être acheter le condo et le louer, puis s'acheter une maison. En tout cas, c'est le fun parce qu'ils ont des projets, hein? Alors, puis tu vois vraiment que pour eux, c'est un projet de vie. Alors, Puis sa femme travaille, elle est à son compte. Marco va l'aider. Il travaille fort, Marco, là. Il travaille avec sa femme, il travaille ici, il est délégué. Puis il y a beaucoup, il vient me voir au moins une fois par semaine. Bon, il y a ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là. On essaie de régler ça. Puis il s'occupe beaucoup des travailleurs latinos. C'est vraiment le fun. Il y a une compagnie qui cherche des travailleurs, d'ailleurs, puis s'appelle Travailleurs sans frontières. Puis on a entendu de ça, puis on a fait un petit groupe de Sudor pour aller voir, parce que les personnes qui font le test, c'est un ancien professeur d'école, puis il connaît beaucoup de personnes, puis on a fait un petit groupe pour aller, puis s'organiser pour trouver l'opportunité. C'est la partie plus dure de la nouvelle expérience, de dire bye-bye à la famille, de laisser la famille 6000 km plus loin. J'ai arrivé le 27 septembre 2012, une journée très importante dans ma vie. Oui, parce que premièrement, j'ai vérifié comme c'est la vie ici, parce que c'est ma famille, c'est le plus important dans ma vie. J'ai vérifié comme c'est la vie, comme c'est l'hiver, les fameux hivers, puis toutes les choses de l'hôpital, puis tout ça. Quand j'étais sûr, quand j'étais un peu plus avancé avec la langue, que j'étais prêt pour garder ma famille, pour faire attention avec ma famille. Puis à ce moment, c'est que j'ai apporté ma famille. Avec les compétences qu'ils ont déjà dans leur pays, ces immigrants sont prêts à travailler. J'étais de Sudor aussi. C'est mon maîtrise depuis 23 ans. J'ai 2 enfants, un garçon de 18, puis une fille de 19. Puis elle avait arrivé, mais à cause du français, elle était dans son dernière année de l'école. Mais à cause du français, il faut reculer 12 ans. Puis elle n'était pas contente avec ça. Puis elle a retourné pour finir son école, puis commencer l'université. Maintenant, elle est dans les premières années d'université. Ici, elle travaille à Saint-Georges? Oui, ma femme, c'est franchiseur de ménage industriel. Puis il a plusieurs contrats de ménage. Puis il fait le ménage à soir de les pharmacies, la banque, les quincailleries, des choses comme ça. Okay. On travaille les deux on travaille les deux de soir, puis on se rencontre le matin chez nous. Manuel, ben lui, il a un beau cheminement ici à Manac. Hein? Il est arrivé ici comme soudeur, il a progressé au niveau de la soudure, puis éventuellement, ben c'est ça, il a été approché pour devenir contremaître superviseur. Et c'est ça, c'est tout récent, là. Ça fait peut-être 1 mois à peu près qu'il est superviseur. Donc, il reçoit plein de formations en tant que superviseur. Et écoute, l'avenir va nous le dire comment ça va aller, mais c'en est un autre qui a un très beau cheminement ici. Je viens de la capitale du Costa Rica, San José, du centre-ville du Costa Rica. Là-bas, j'ai travaillé avec mon père.
Et mon premier travail, c'était ici chez Manac. Mon premier travail officiel, c'était ici chez Manac. Qu'est-ce que tu faisais avec ton père au Costa Rica? Mon père, il a une école de soudure, fait que je faisais un peu de la soudure avec lui. Je travaillais un peu avec lui. On faisait n'importe quoi, des petites affaires. Là. Une famille? Hey, il voulait pas me laisser partir. Là. C'est comme tout le temps, les pères sont de même. Là. Au Costa Rica, la famille sont très, très, très proches. Là. Fait que il voulait pas me laisser partir. Moi, je suis le plus vieux de la famille. Là. Ma famille est pas mal grande aussi. Mon père, il a eu 5 enfants, fait que je suis le plus grand. Puis là, ça l'a fait de mal un peu. Me voir partir, il voulait pas me laisser... quand j'ai fait le test de soudure pour venir ici chez Manac, il voulait pas me laisser y aller, là. Mais à un moment donné, il a compris que... là, on doit faire notre vie, puis on doit travailler, puis grandir, puis faire des affaires de même, là. Comment t'as entendu parler de Manac? Comment j'ai entendu parler de Manac? C'est une longue histoire, ça. Parce que mon père, ça faisait longtemps qu'il travaillait avec Manac. Bon, pas directement avec Manac, mais c'est lui qui faisait les têtes de soudure avec mon parrain, Régent, qui travaillait ici pour nous, là, avec nous. Puis, bon, il s'est connu, ça fait assez longtemps. Manac, il a fait plusieurs voyages au Costa Rica pour aller chercher du monde. Puis moi, j'étais toute petite quand Manac était là la première fois. Fait que, à un moment donné, j'ai fait mon cours de soudure, puis Manac était là, puis j'ai eu l'opportunité de faire mon test de soudure, puis appliquer pour venir travailler ici. Puis c'est là que j'ai pris l'opportunité. Là. Il fait froid, puis on n'avait même pas commencé l'hiver. Là. Mon premier hiver, honnêtement, là, c'était de quoi de spécial. Là. On s'attendait pas à ça. Là. On a une chance qu'on avait des amis là, qui nous ont donné des indications comment faire, c'est quoi qu'il faut faire, c'est quoi le manteau qu'il faut acheter. Parce que nous, au Costa Rica, c'est bizarre qu'il fait. On est tout le temps dans la chaleur. Là. L'hiver, c'est pas pareil. Là-bas, on a la pluie, puis si on a la pluie, c'est l'hiver, puis s'il pluie et s'il mouille tout le temps, là, c'est normal. Mais là, ici, l'hiver, il fait moins 30, puis ça, c'est... Au début, Manac nous accueillait avec une personne qui nous guidait comment on allait faire notre épicerie, comment on allait jeter des bottes pour l'hiver, des affaires de même. Puis on avait des amis aussi, là, parce que moi, je n'ai pas été dans la première gang. Là. Fait qu'on avait des amis, et ça faisait un bout de temps qui était ici au Canada ou chez Manac. Là. Puis c'est comme ça qu'on a réussi à avoir une belle intégration, je pense. Là. Puis là, à ce temps, on essaye de faire la même affaire avec toute la gang parce que là, il y a pas mal de Costa Ricains, puis on essaye tout le temps de les accueillir comme on a été accueillis dans notre temps. Là. Norling, on peut pas aimer Norling. Toujours souriant, tout le temps. Une belle approche. Encore une fois, c'est un doux. Lui, il s'est super bien intégré, là. C'est un beau gars, fait qu'il s'est fait des blondes rapidement. Donc, ça aide pour l'apprentissage du français, ça. L'apprentissage de la langue. Ouais, exactement. Mais ça fait à peu près 1 an et demi qu'il est chez nous. Puis déjà, puis même avant ça, là, on était capable d'avoir j'étais capable d'avoir des conversations avec lui. Alors, fait que, tu sais, on se dit, tabarouette, tu progresses bien. Il s'entraîne très fort parce qu'il s'entraîne au même gym que moi. Puis il travaille fort. Puis lui, il travaille de fin de semaine. Alors, il s'entraîne comme 4 fois par semaine. Alors, puis on le voit parce que, en tout cas, on se comprend, là. Hein? Il prend soin de sa personne. Il prend, oui, effectivement. Il est en bonne santé, il est fier de ça. Puis lui, des fois, quand je le vois au gym, il parle avec les autres, les Québécois. Donc, lui, son but, là, c'était vraiment de s'intégrer. J'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle ICE. Et j'étais soudeur aussi. Oui.
C'est drôle parce que j'étais marié là-bas. Donc, mon ex, parce que maintenant c'est mon ex, m'a envoyé un message. Il m'a dit, hey, regarde ça. Il y a une opportunité pour faire un test pour une compagnie au Canada. Ah, oui. Et ça y est, tu peux, peut-être. Et, tu crois? Oui, tu es bon. Et ça y est, ok. Donc, j'ai rempli le formulaire et les personnes qui ont fait la publication m'ont appelé, ok, tu as le rendez-vous pour le 10 de janvier del 2017, non, 2016. Ok, je suis allé faire le test, tout, et voilà. Chez Manac, c'est la compagnie que jamais j'ai travaillé dans une compagnie comme chez Manac. Marco, Manuel et Norling sont maintenant intégrés à leur milieu de travail. Mais pour les entreprises qui veulent faire venir des immigrants, ce n'est pas toujours évident. Il y a des règles à respecter et il faut persévérer. Il ne faut pas s'engager dans ça tout seul parce que c'est de multiples documents à compléter. Il y a beaucoup de règles à respecter. Les gouvernements sont très, très sévères aussi. Quand on fait les demandes, il y a beaucoup de choses à respecter. Bon, faut que tu aies affiché ton poste pendant X temps. Il faut qu'il reste affiché. Faut qu'il soit affiché à plusieurs endroits. Donc, c'est très pointu. Puis tu te trompes d'une virgule, puis des fois, ils vont te retourner le dossier au complet. Mais c'est long les délais. Il faut s'y prendre d'avance. J'ai des gens qui viennent d'arriver, sont arrivés lundi, OK? Eux, ils ont un permis de travail de 1 an. Et tout de suite, j'ai ma note à partir du mois de septembre. Je vais commencer le renouvellement de leur permis, justement pour arriver là, avant la fin de l'expiration. Une autre entreprise de la région s'est tournée vers l'immigration suite à plusieurs tentatives pour recruter de la main-d'œuvre en Beauce et au Québec. Bois-Franc. Statistiquement, on le sait depuis plusieurs années qu'on va frapper une période difficile au niveau de l'emploi parce qu'il y a un phénomène démographique qui fait en sorte qu'il y a manqué de naissances pendant un certain nombre d'années. Et on le savait qu'on allait frapper autour des années 2010, 2015, un certain creux au niveau de la main-d'œuvre active. On y croyait, mais en même temps, on se disait on va s'en sortir, ça va fonctionner. Mais force est de constater depuis quelques années qu'avec le taux de chômage qui frappe notre région, c'est catastrophique. Et combiné à tout ça, un contexte économique qui est quand même hyper positif pour les entreprises manufacturières, ce qui fait en sorte qu'il manque clairement de main-d'œuvre dans la région. En fait, c'est un peu une situation de dernier recours. Parce qu'il faut être honnête, on a une super main-d'œuvre ici. Les gens sont dévoués, on a des super bonnes personnes. Notre premier réflexe, c'est de faire de la publicité, d'essayer de se faire voir le plus possible pour que les gens viennent porter leur CV ici ou leur candidature. C'est ce qui est le plus simple. Mais vient un jour où est-ce que tu dis, malgré les efforts qu'on fait, le résultat n'est pas à la hauteur. On n'arrive pas à trouver suffisamment de gens pour répondre à notre besoin de production. Et c'est là que l'idée de l'immigration est arrivée. Le globe est très grand. Il y a plusieurs régions super intéressantes. On avait fait déjà une initiative en 2017 avec la France. 4 familles françaises sont venues s'installer ici en Beauce. Ça a été un franc succès. Ça a été notre première étape, notre première démarche de travail étranger. Plus facile. Parce qu'un Français qui aménage en Beauce, il y a des trucs à gérer, mais au moins la langue, ça va de soi. Après cette première initiative-là, on est plus allé vers la main-d'œuvre production. Là, on s'est affilié d'une firme qui est ici installée dans la région, qui nous a aidés dans le démarchage. Donc, déjà, les gens qui viennent du Costa Rica ou qui peuvent venir de la République dominicaine, soit dans notre entreprise ou dans la région,
Mais notre choix s'est tourné vers la Colombie. Les gens de la firme qui nous ont accompagnés sont colombiens. Ils sont installés au Québec déjà depuis presque une dizaine d'années. Et ils nous ont dit, vous allez être très surpris. Parce que c'est facile de voir l'analogie avec les séries télévisées comme Narcos, où est-ce qu'on dit « Ah, Medellín, Bogota, tout ça, c'est tellement différent de chez nous. » Mais dans les faits, ils nous ont dit « Vous allez être surpris de voir la ressemblance entre les deux peuples, entre le peuple colombien et le peuple québécois, canadien. » Au niveau de la culture, au niveau de la place de la religion, au niveau de la place de la famille, des valeurs qui sont plus centrales, peut-être à ces peuples-là, on se ressemble beaucoup. Mais après l'expérience qu'on a vécue, je veux te dire, c'est vrai, on est vraiment semblables. Malgré la différence de langue, malgré un peu le climat qui peut être différent, culturellement, on se rapproche beaucoup d'eux. Finalement, le processus a fonctionné et on a pu accueillir des travailleurs colombiens. Comment a été reçue l'arrivée de ces immigrants au sein des travailleurs beaucerons? Comment eux se sont débrouillés à travers cette nouvelle réalité? Ça se passe quand même très bien, je te dirais. J'ai été très surpris d'à quel point, même s'ils ne parlent pas le français en arrivant, le langage des signes, ça, c'est quelque chose que j'ai appris énormément, même que je le fais beaucoup trop chez moi. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup aidé, je te dirais. Quand on leur demande quelque chose, même s'ils ne comprennent pas, ils vont avoir le réflexe de dire tout de suite oui. Oui, même s'ils n'ont pas du tout compris, parce qu'eux autres, c'est très important de comprendre du premier coup, selon ce qu'on m'a dit. Fait que, tu sais, puis tu t'en rends compte, veux pas, ils te disent oui, puis OK, puis finalement, ils n'ont pas du tout compris. Fait que là, il faut que tu reviennes, puis tu les fasses comprendre qu'il n'y a pas de problème, là. Je veux dire, dis-moi-les, puis on va prendre le temps de te le montrer. Ouais, c'est quand ils disaient que les autres étaient en immersion, j'ai comme dit, ouais, mais j'ai l'impression que moi aussi, je le suis un petit peu, tu sais, veux pas, j'étais comme tout seul à parler en français. Fait que... Les 8-9 mois ont été pénibles parce qu'on se disait, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va culturellement fonctionner? Est-ce qu'au niveau de la langue, ça va être une barrière insurmontable? Il n'y a personne qui parle. En fait, on avait 2 individus dans nos 2 usines au total qui parlaient espagnol. Un de la République dominicaine qui nous a donné un sérieux coup de main au niveau de la formation. Et l'autre venait de Cuba, même chose, il était en mesure de faire de la traduction. Mais pour les superviseurs, pour les collègues, pour les chefs d'équipe, c'était « Mais vous êtes sérieux? Là? On va travailler avec des gens qui ne parlent qu'espagnol, ça ne pourra pas fonctionner. » Et puis avec 4-5 mois de recul, je veux dire que ça fonctionne. Parce qu'on a été opportunistes, on a utilisé des gens qui étaient capables de parler les 2 langues, on a utilisé option VIP pour certaines traductions, pour certains accompagnements dans l'usine, mais les gens sont débrouillards, les gens veulent apprendre le français et la gang qu'on a ici sont tellement passionnés de ce qu'ils font qu'eux autres aussi avaient tout intérêt à ce que ça fonctionne. Donc, on est presque jamais en contact avec l'espagnol chez nous. Hein. Au Québec, on entend du français, on entend de l'anglais, mais de l'espagnol, très peu. Mais c'est une langue qui est très, très proche de la nôtre. On a fait suivre à tous les gens qui allaient être en contact plus direct avec les travailleurs immigrants. On a fait suivre quelques heures de formation en espagnol, au moins pour être accueillant. Okay? Être capable de dire « Bonjour, merci, je me présente, je fais tel travail ». C'est très simple, ça ne permet pas de soutenir une conversation, mais je pense que dans la manière qu'on voulait les accueillir, c'était important de le faire. On va comprendre pourquoi Julien disait s'exprimer avec des signes. Imaginez-vous, essayez de vous faire comprendre par Alvaro qui découvre à peine votre langue parce qu'il est ici depuis à peine quelques mois. Je viens de la Colombie, je suis colombien. La ville est Ibagué. Yo trabajo en la sección de Lito. Lito, manual. Oui. Selección la Lito. Selecciono la mayor Lito. Y formen las planchas para el piso. Pour la majorité, c'est agréablement surpris. C'est des gens qui sont super gentils. Non seulement ils sont gentils, mais pour eux, c'est un privilège de travailler. Le marché de l'emploi au Québec, surtout dans la Beauce, on a de l'emploi, on ne sait plus quoi en faire. Donc, pour les Colombiens, pour eux, c'est un privilège de venir travailler au Québec et c'est un privilège de travailler pour Boisfranc. Quand ils sont arrivés, ils ont dit « Wow, c'est beau ». Ils s'attendaient à ce que ça soit beau, mais c'était au-delà de leurs attentes. Puis, on était super contents. Je dirais, on n'a pas... La culture chez Boisfranc, c'est le respect, l'ouverture d'esprit, puis tout ça.
Donc, on n'a aucun employé qu'on a senti du racisme ou quoi que ce soit comme ça. Au contraire, il y en a justement qui ont commencé à apprendre des mots d'espagnol, puis ils ont commencé à avoir du fun avec eux autres, là, puis il y a une belle complicité. Alvaro, il est super sympathique, c'est le genre de gars, toutes les fois qu'on passe, il nous lève la main. « Hey, salut, salut! » Puis, « Comment ça va? Hey, ça va bien! » Puis non, il est super, super gentil. C'est un gars qui va être très minutieux. Sergio Posada, c'est lui qui a appris le français le plus rapidement. Très intelligent. C'est un profil, probablement un profil, facilement un profil opérateur d'une machine, probablement une des machines les plus complexes qu'on a. J'aurais confiance de le faire opérer. Oui. Puis, d'après moi, Sergio, c'est un profil aussi formateur. À long terme, pourrait peut-être devenir un chef d'équipe. Voici le profil de Sergio, celui qui a le potentiel de grimper les échelons. Arrivé depuis peu, tout comme Alvaro. Pourquoi a-t-il choisi le Canada pour y travailler? Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de choses. La première chose, c'est la qualité de la vie. C'est très, très, très tranquille parce que je vais d'une ville qui a passé violente. Entonces, la première chose, c'est la qualité de la vie. La deuxième, c'est la tranquillité. Et la troisième, parce que c'est une aventure pour ma vie. Oh, Canada, c'est intéressant. C'est possible. Je peux travailler différent. Un travail différent. Un travail différent. Ben, c'était un beau défi. Je pense que c'était inévitable, dans le fond, là, vu le manque de personnel qu'on avait tout le temps ici. La main-d'œuvre se fait de plus en plus rare. Fait que je pense que c'était un passage obligé, c'est-à-dire d'aller dans ce coin-là là, avec cette gang-là. On va prendre des cours. Ça, on le savait. Moi, dans le fond, c'était une de mes demandes. Là, c'était sûr, question d'être capable de faire au moins une base de conversation, si tu veux. Là. Mais c'était vraiment des cours. Là, on a suivi tout le monde. Mais pas tout le monde, je te dirais. Là, les quelques personnes là, qu'on a suivi un petit cours de base en espagnol. Question de communiquer puis briser la glace avec eux autres. Là. Donc, dans le fond, c'était vraiment communiquer la base. Là. C'était ça, en gros, la base des présentations. Puis aussi le matériel dans l'usine. Le bois, le plancher, les termes... pour vraiment faire juste une entrée en matière. Là. C'est sûr, je ne parlerai pas une soirée au complet, là, mais pour briser la glace, là, on est capable de faire la job. Oui, quand ils sont arrivés, là, tout de suite, on voyait tout de suite les sourires sur le visage. Là. Quand on a eu les présentations, je me rappelle encore, là, ils étaient vraiment très, très enthousiastes de travailler ici. Là. Des poignées de main, puis c'était franc, puis il y avait le sourire. C'était flagrant. Oui, un gars à son affaire, là, sérieusement. Là, n'a jamais eu de mots négatifs là, par rapport à Alvaro. Là. Tout le temps bien peigné, bien de présentation, là. Un gars clean. Ah, c'est des gars super motivés. Tu vois qu'ils sont ici pour travailler, là. C'est sérieux, puis ils viennent, ils veulent apprendre, ça, c'est sûr et certain. Là. Puis ils sont vraiment là, sont dédiés à la cause. Là. Ça, c'est sûr et certain. Ils n'ont pas de doute. Les autres, ils arrivent, puis sont présents, puis ils manquent pas. Là. À date, ils ont eu zéro absence, je pense, depuis qu'ils sont arrivés. Puis il y a une belle intégration qui se fait aussi. Là. Tout le monde a une belle communication. Là. Avec les outils qu'on a aussi, Google Translate, là, il fait le job. On s'en sert beaucoup. Mais non, ils sont vraiment dédiés à la cause puis sont hyper motivés. C'est sûr qu'au début, les premiers temps, c'est un peu touché parce que la barrière de la langue, il y a une grosse couche. Là. Mais plus que ça va, plus que... Nous autres, on avait appris un peu d'espagnol. Eux, ils ont des cours de français. Fait qu'à un moment donné, on réussit à se rejoindre. Puis il y en a qui parlent un peu anglais. Fait qu'on réussit... avec ces trois langues-là, on finit à faire de quoi, puis on réussit à communiquer là, quand même. Là, ça va bien. Ça a été très positif. Et la preuve que j'ai de ça, c'est le party de Noël chez nous est quand même grandiose. On a une grande salle, on est 490 personnes au party. Et ce qui était fantastique, c'était de voir que notre groupe de Colombiens ne s'est pas nécessairement isolé du reste. Donc, on trouvait à la table des employés qui sont ici avec nous depuis 15 ans, 20 ans, qui viennent de la région, qui étaient assis à côté de deux collègues hispanophones, colombiens, puis ils réussissaient à faire la fête ensemble. Puis c'est là qu'on a compris qu'on avait réussi cette intégration-là. Puis
on a bien peu à faire dans notre équipe. C'est sur le plancher, c'est les collègues, c'est dans la cafétéria, c'est sur les postes de travail que les gens ont accepté cette diversité-là, puis dire « Go, on vous embarque dans la gang ». Il y a un certain choc en termes de compréhension de l'entreprise, de la hiérarchie. Et ça aussi, on l'a vécu un peu avec les Français. C'est particulier le Québec, le Canada. Il y a vraiment peu de niveaux hiérarchiques visibles, surtout dans une entreprise comme la nôtre. Alors pour eux, on était dans cette salle-ci à leur premier dîner avec 2 vice-présidents, un directeur ressources humaines, des contremaîtres, là. C'était beaucoup pour eux de comprendre cette relation-là, qui tout le monde était à niveau égal, les questions venaient de tout part, on était curieux. Pour eux, c'était ça fonctionne pas. Chez nous, il y a vraiment un statut, un vice-président n'ira pas s'asseoir avec un employé de production. Ça les a surpris un peu, mais ils se sont vite rendus compte que c'est la culture, c'est comme ça. Donc, le président peut passer dans l'entreprise, puis jaser avec plein de monde, puis c'est tout à fait correct. Il n'y a pas à s'en faire pour ça. D'après Mélanie du Carrefour Jeunesse Emploi, l'intégration des immigrants est primordiale. Elle se fait, oui, par le travail, mais aussi par les nombreux échanges culturels et culinaires. Au mois de juin, j'ai eu un mariage. J'en ai eu un au mois de février également. Puis on reste en contact. Puis c'est ça qui est la beauté de la chose. On fait un pique-nique interculturel au mois d'août. Puis je revois tous ces gens-là. Je vois leur famille qui s'agrandit, les enfants qui arrivent et puis qui viennent enrichir notre communauté. C'est vraiment extraordinaire. L'année passée, on a dépassé un record. En 2018, il y avait plus de 200 personnes lors du pique-nique. Et chaque personne apporte un plat à partager. Alors, toute la population est invitée, les personnes migrantes aussi. Puis, on partage notre culture. Donc, Hicham, donc je vous parlais tout à l'heure, ils ont amené l'année passée, ou il y a 2 ans, peut-être que je me mêle, ils ont amené du thé marocain à faire goûter. Et puis, on a des plats d'Haïti, de la Côte d'Ivoire, un peu épicés, beaucoup épicés, des desserts. C'est vraiment extraordinaire et on partage notre culture comme ça. Il y a des jeux pour les enfants, de la musique également. Puis c'est surtout convivial. On jase ensemble, puis on apprend à se connaître. À 350 personnes par année qu'on dessert. Avant, on en desservait autour de 100 personnes. Maintenant, autour de 350. On a une équipe ici au CJE là, une équipe de filles marraines. Partager sa culture. Une belle façon de faire, c'est en passant par le volet culinaire. Lola l'a bien compris et a gentiment accepté de nous recevoir pour nous faire découvrir un plat typique du Costa Rica. Il y a une chose qu'en espagnol on appelle patacones. C'est de lait plantain en barre. OK, un genre de banane plantain? Oui, de banane plantain. OK. Oui, c'est ça. Et c'est frites. On les met la viande, les haricots et une salsa? Chimichurri. Ah oui! Les chimichurri. Ah ben oui, oui, c'est bon c'est ça. vraiment bon. OK. Oui. Cette dame-là était juge dans son pays. Alors, on s'entend que c'était pas possible d'avoir la même fonction ici, à moins de recommencer les études et recommencer tout ou presque à zéro. Alors, elle a plutôt regardé vers d'autres options dans la région. Et puis, elle s'est impliquée beaucoup dans la communauté et elle a même démarré une petite épicerie de produits latinos. Donc, elle fait différentes choses qu'elle peut distribuer là, aux gens directement dans leur domicile. Ta grand-mère, elle cuisinait vraiment beaucoup? Oh oui, mais c'est vraiment la grand-mère de Moncho. Oui? C'était une bonne cuisinière? Oh oui, vraiment bon. Elle te manque? Oui. Quand tu me demandes qu'est-ce que je manque de Costa Rica, peut-être c'est ça. Ouais. Son burrito. Parce que tu peux donner des riz et haricots et c'est tout que tu donnes et c'est vraiment bon. Ah oui, c'est l'amour qu'il y a dedans. Ah oui. C'est ça la différence. Je suis sûre que c'est ça. OK. OK. Alors là, j'en ai un. Oui. Mais sinon, si je le mangeais en plat principal, j'en aurais 4-5, là, si je me 4-5. fie à toi. Là. Oui. OK. Et, Tu dois te le manger comme ça. OK, pas d'ustensiles, on mange ça comme ça? OK, c'est bonne chance. Oui, c'est génial. Alors, ce moment de détente est une présentation. On goûte. Je savais que j'allais aimer ça. J'adore ça, moi, ces trucs-là. Ah, merci. C'est bon.
Bon, là, tu me disais, Lola, que ça, là, ça te fait vraiment penser à belle-maman, dans le fond. Encore plus loin que ça, la grand-mère de Christian. Oui. Si tu l'avais face à toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, Seigneur. Ah, le m'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après que j'ai perdu ma grand-mère à côté de ma famille, c'est elle qui vient à remplacer. Et c'est une femme maravillouse. Si maintenant elle était à face de moi, Oui. je n'ai pas autre chose que dire que je l'aime beaucoup. OK. Avec un gros câlin. Oh, oui. Hein? Beaucoup de bisous. OK, Oui. excellent. Oui. Est-ce qu'ils sont déjà venus ici? Non, il a de 93 ans. Wow! 93 ans! Mon Oui. Dieu, c'est génial, ça! Alors, tu vas avoir Christian dans ta vie encore longtemps, ça veut dire, hein? Oui, c'est bon, ça. C'est OK. bon pour moi. Oui, c'est bon. Et tes enfants, est-ce qu'ils l'ont vue, cette grand-mère-là? Ou, Oui, on est allé le mois d'octobre de l'année passée. On a des tas pour le voir. OK. Oui, mais on ne savait pas combien de temps on va rester plus avec nous. Et chaque fois qu'on allait, c'est comme on pense que c'est la dernière fois qu'on va les voir. OK. Mais souvent, on parlait pour vidéo avec elle. OK. Oui, Donc, mais- au moins, il y a la technologie. C'est difficile pour elle parce que normalement, ne comprend pas qu'elle doit regarder le téléphone et elle l'utilise ici. Mais de temps en temps, on essaye pour parler avec elle. OK, excellent. Oui. Je vais reprendre une autre bouchée parce que c'est Ah, trop bon. oui, allez. Comme la plupart des immigrants, la famille élargie ne les suit que très rarement et demeure, comme la grand-maman du conjoint de Lola, au Costa Rica. Donc, côté météo, est-ce qu'on s'ennuie du Costa Rica ou on s'est bien adapté? Ou, Je ne comprends pas. On va demander à ta traductrice, qui est Safia. Que si le hace falta la meteo de Costa Rica. OK, oui. Beaucoup, beaucoup. Ah oui? Vraiment, la température, c'est vraiment différent. Mais elle l'était. Et c'est normal, c'est pareil, mais l'hiver, c'est 6 mois vraiment, vraiment différents. Oui. Il n'y a pas d'obligation d'apprendre le français, mais ne rien faire, ce n'est pas recommandé. Parce que 99 de la population en Beauce parle français à la base. Donc, une personne qui ne ferait pas d'effort pour parler français aurait des difficultés autant en emploi, autant dans la communauté. Donc, ce n'est pas ce qu'on recommande. D'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure de traduction, je n'incite pas les entreprises à traduire sur le long terme leurs instructions. Vraiment plus les premiers jours, premières semaines pour être certain que les gens comprennent. Mais par la suite, que la personne fasse des efforts pour parler en français. C'est sûr qu'on ne peut pas demander un miracle, c'est-à-dire quelqu'un qui parle zéro français, qu'en 3 mois, il va être parfaitement bilingue français, espagnol, par exemple. C'est impossible. D'ailleurs, avec les cours de francisation, on a des super bons cours en passant ici dans la région. Il faut s'attendre en moyenne à un peu plus de 3 ans et demi là, pour que quelqu'un atteigne le niveau de français au niveau de la résidence permanente. C'est sûr que les gens qui font... Il y a des gens qui sont extraordinaires, là, qui savent, qui ont une aptitude pour apprendre les langues, qui vont apprendre plus rapidement. J'en ai vu un en même pas 1 an et demi avoir son niveau pour la résidence permanente. C'est extraordinaire, mais lui, il s'est dissocié de toutes les autres personnes qui parlaient la langue de son pays parce qu'il voulait apprendre. Donc, il a été avec des Québécois, il écoutait la télévision en français, la radio en français, il lisait en français, il rêvait presque en français, mais c'est vraiment la meilleure méthode là, pour apprendre le français. C'est pour elle que vous êtes arrivé au Canada, hein? Oui. OK. Là, c'est la traductrice en chef, mais Oui. elle fait bien d'autres choses. Toi, la neige, t'as trouvé ça comment? J'ai vraiment aimé ça. Est-ce que tu as déjà goûté à la neige? Oui. Et on t'a dit que tu n'avais pas le droit d'y goûter ou non? Ben, il m'a dit mange pas trop parce qu'après, je vais avoir mal au ventre. Donc, toi, tu t'es bien adapté ici? Oui. Puis tu as un grand frère aussi qui, lui aussi, ça va bien? Oui, il s'appelle Christopher. Et tu t'appelles Christopher, OK. Et tu t'es fait des amis ici? Oui, j'ai beaucoup d'amis dans l'école. Et est-ce qu'il te demande de parler en espagnol?
Oui, très souvent. Ça, c'est très drôle. Je sais pas à l'âge que tu as, mais y a-tu des cours d'espagnol à l'école? Non. Non, OK, mais tu serais capable d'en montrer beaucoup si jamais tu avais un cours d'espagnol. Hein? Oui, peut-être. Ouais. Sais-tu qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Dentiste. Dentiste? Dentiste! OK. C'est clair depuis longtemps que tu veux être dentiste? Ben, quand j'étais petite, j'ai dit je voudrais être quelque chose dans mes yeux, puis tout ça, parce que ben, j'étais tout le temps un peu dans l'hôpital. Fait que j'ai dit, j'aime ça. Je vais être quelque chose avec l'hôpital. J'ai commencé à chercher, je vais être docteur, je vais être telle chose, mais dentiste. Alors, je vais peut-être t'avoir un jour comme dentiste, si tu restes en Beauce. Hey, merci beaucoup, Safia. Ben, en fait, ce qui est notable, qu'on a remarqué beaucoup au cours des dernières années, c'est qu'il y a beaucoup plus, justement, de nouveaux arrivants. Avant, c'est pas quelque chose qu'on voyait fréquemment, là. Maintenant, c'est régulier qu'on en voit de plusieurs nationalités. Par contre, la différence qu'on voit, je dirais qu'elle n'est pas très notable, outre le fait qu'on a des nouveaux clients qui ne sont pas d'ici. Sinon, dans les aliments, on avait déjà une très grande variété de produits qui étaient offerts à monsieur, madame, tout le monde, mais qui étaient des produits issus d'autres cultures. Puis ce qu'on voit, c'est que ces produits-là ont un meilleur roulement qu'avant. Mais on note pas de... Les nouveaux arrivants sont très... Ils s'acclimatent très bien. Ils n'ont pas de demande spéciale. On voit que nos produits qui sont exotiques, nos produits qui viennent de l'extérieur ont un meilleur roulement, mais sans plus, ils viennent pas nous demander. Ils n'ont pas de faveur à nous demander. Hey, c'était quoi de spécial, là? La poutine, là, et c'est bon, c'est bon. Moi, j'aime ça, la poutine, là. Puis, c'est des choses qu'on n'a jamais essayé, là, les pâtés chinois, là, puis des affaires de même, là. C'est spécial, mais il manque tout le temps. Et nous, on appelle au Costa Rica une affaire qui s'appelle les gallo pinto. Ça, c'est un mélange de riz et d'alcool, puis on prend ça pour déjeuner, là. Fait que nous, on s'ennuie tout le temps de ces affaires-là. Là, on essaye de trouver des affaires de notre pays, là, pour comment... Des fois, ça fait du bien à cuisiner de quoi de mon pays, puis... Mais on essaye tout le temps de prendre... Moi, c'est ça la chose que j'aime. J'essaie tout le temps de prendre des affaires du Costa Rica, du Canada, de n'importe quoi. J'essaie de... Moi, j'aime ça cuisiner un peu, fait que je l'essaye tout le temps, même si c'est pas bon. J'essaie tout le temps de faire différentes affaires, là. C'est sûr que c'est pas pareil, là, mais... Je m'ennuie trop de ma mère quand on parle de la cuisine, là. Donc, il y a des odeurs, là. Il y a des odeurs qui te manquent, il y a des Oui, saveurs qui c'est te ça. manquent, Là, au Canada, on s'en va en voyage au Costa Rica. Je pense qu'on devient plus gros un peu parce que moi, c'est ça, le dernier hiver, j'étais au Costa Rica. Puis là, ma mère m'a dit, il faut que tu manges. Parce que là, tu vas t'ennuyer de moi bientôt quand tu vas partir. Là. Fait que maman, il me donnait à manger tout ce que je voulais, là. Puis là, ça, c'est le fun. Moi, c'est dur de trouver les affaires qu'on avait au Costa Rica ici. Fait qu'il faut profiter quand on est là. J'ai absolument rien de négatif à dire sur les nouveaux arrivants. C'est des gens travaillants. C'est des gens qui n'ont pas de misère à tout abandonner pour tout recommencer, alors que pour la plupart d'entre nous, on est habitués dans nos petites pantoufles. Puis quand il y a quelque chose qui change, une méthode de travail qui change, pour la plupart des fois, ça peut être ardu. Alors que ces gens-là ont tout abandonné. Ils vont apprendre le français, ils vont apprendre des nouvelles méthodes de travail. Franchement, ça peut que donner des bons employés. Ça ajoute une belle touche de différence dans la famille, si on peut dire. On en a déjà, si je pense entre autres à mon gérant de fruits et légumes qui vient de l'île de la Réunion, qui est extraordinaire et puis qui est parti pour son pays l'année passée, qu'on a réussi à le ramener il y a quelques mois. On s'ennuyait vraiment de lui. Donc oui, moi, à bras ouverts, on en accueillerait plein, sans problème. Le travail a créé une porte d'entrée dans cette nouvelle vie pour la plupart des immigrants en Beauce. Ils ont dû, entre autres, s'adapter à leur nouvel environnement en quittant leur famille, en découvrant la neige, de nouveaux plats et en parlant une nouvelle langue.
c'est un peu difficile parce qu'ici, tu dois apprendre 3 langues. Québécois, bosserand et français. Oui, donc c'est un peu difficile pour nous, mais... Mais tu vois, tu es ici depuis septembre 2017, puis tu as dit « ici ». Oui. Et on dit ça juste ici, oui. Tous les films de Disney sont pas vrais, que les gens jouent avec la neige, puis sans manteau, sans rien. Je trouvais que ça, c'est pas vrai. La neige n'est pas toujours collante? Non. Toujours, là, ma famille, c'est vraiment important ici, là. Et puis en plus, on est tout seul. Normalement, on arrive, puis on a personne, on connaît personne, c'est nouveau. Même si on est avec notre gang, là, parce qu'on n'arrive jamais tout seul, on arrive dans un petit groupe, là, c'est difficile. Ça fait de quoi, là, moi me réveiller, puis que maman ne soit pas là, puis j'ai dit, j'aimerais lui donner un câlin à ma mère aujourd'hui, puis il n'est pas là. Ça fait de quoi, là. Mais on essaye tout le temps, j'essaye tout le temps de parler avec mon père, avec ma famille. J'ai une petite sœur de 6 ans, là. Il est tellement petit, là, ça me fait... Quand j'étais parti, là, il avait deux... Il était tout petit, là, je me rappelle encore, là, je le prenais dans mes bras, puis là, ça me fait mal un peu des fois. Puis ça donne envie des fois de retourner, puis aller rester avec notre famille, mais en même temps, on pense que c'est une opportunité qu'on ne peut pas laisser partir, on peut pas... Il faut le prendre, là, puis... Moi, je sais que si je retourne au Costa Rica, la vie là-bas, c'est difficile. C'est vrai qu'il y a des belles affaires, on voit des belles photos, mais sont pas tout le temps... Costa Rica n'est pas tout le temps comme dans les photos. Là. La réalité, c'est pas pareil. Hein. Tu veux retourner dans ton pays? Non, jamais. OK. Jamais. Je me sens comme si je suis chez moi, ici. OK. Oui. Mais moi, je commence à chercher pour m'acheter une maison. Là. J'aimerais ça, m'acheter une maison, avoir une famille ici. Que ma famille soit capable de venir me visiter ici un peu plus souvent. Hein. Puis c'est ça, je pense dans 10 ans, je vais être établi avec ma famille puis réussir à acheter une maison. Là. C'est ça les choses que j'aimerais. Là. La résidence permanente, c'est la première étape avant même de pouvoir songer à la citoyenneté. Donc, une personne qui arrive en tant qu'étudiant international, en tant que travailleur étranger temporaire, n'a pas accès à la citoyenneté canadienne. Donc, au moment que la personne elle arrive, ça peut prendre des années avant qu'elle obtienne sa résidence permanente. Par la suite, quand elle a la résidence permanente, c'est 3 ans avant de pouvoir appliquer sur la citoyenneté, mais quand elles ont fait du temps temporaire avant la résidence permanente, on peut diminuer ce délai-là. Donc, ça peut descendre jusqu'à 2 ans. Donc, 2 à 3 ans après la résidence permanente, ils peuvent enclencher le processus qui, lui, prend 1 an, incluant les validations de sécurité, les validations linguistiques, donc il y a un niveau de français et d'anglais ou d'anglais à avoir, et l'examen de citoyenneté, donc les droits, les valeurs, la démocratie, tout ça. Une fois que tout ça est passé, une fois que c'est accepté, ça se termine avec la cérémonie de citoyenneté. Donc, ça peut prendre plusieurs années avant d'obtenir le tout. La différence pour une personne, c'est sûr qu'elle peut vivre toute sa vie en tant que résident permanent ici au Canada, puis il n'y aura pas de souci. La différence que ça fait, c'est que la personne peut enfin prendre part à la démocratie ici, donc peut voter. Elle peut également se présenter en tant que députée, maire d'une municipalité, peut également avoir accès à certains métiers, comme par exemple dans l'armée canadienne, où est-ce qu'ils vont exiger la citoyenneté du pays, ce qui est tout à fait normal. Alors, et le passeport canadien, ce qui va être beaucoup plus facile quand les personnes vont voyager. On a juste à penser à notre voisin du Sud, les États-Unis. Bien, les gens, même s'ils sont résidents permanents du Canada, doivent toujours penser en fonction de leur pays de nationalité. Donc, est-ce que je dois avoir besoin d'un visa pour y aller ou pas? Est-ce que mon pays est visé par une interdiction? Donc, c'est toujours plus compliqué. Alors, quand ils ont la citoyenneté canadienne, ils viennent simplifier beaucoup leur séjour ici. Mais ce n'est pas obligatoire. Parlant de citoyenneté canadienne, Mélanie nous parle de Hicham, qui est toujours en processus d'attente pour l'obtenir. C'est une belle histoire. Il est arrivé d'abord à Montréal
Et puis, il est arrivé de façon permanente. Donc, il a fait toutes ces démarches d'immigration depuis son pays pour venir s'installer. Et lui, son rêve, c'était vraiment de venir au Canada. Donc, quand il est arrivé à Montréal, c'était correct pour un temps, mais ce qu'il recherchait, c'était une région comme la nôtre, une région comme la Beauce, donc plus dans la nature. C'est pour ça qu'il est venu s'installer ici avec sa famille. Je suis venu le 10 mars 2015 avec ma famille, ma femme et 2 enfants. Et je suis venu j'ai descendu à Montréal. J'ai vécu là-bas 1 année et demie. Et j'ai trouvé des difficultés pour le travail là-bas. Donc, j'ai eu une petite chance, une grande chance, que la Bourse Embauche sont venus là où j'étais, dans un organisme de la recherche du travail. Et puis, ils m'ont fait montrer des vidéos, des capsules de Saint-Georges. J'ai aimé tout de suite, en voyant ça dans la télévision. Bon, j'ai posé ma candidature. On a fait un rendez-vous ici à Saint-Georges, on est venu. Ben voilà, donc surtout quand j'ai vu la beauté de la nature ici, j'ai beaucoup aimé. C'est ça la seule chose que j'ai beaucoup aimé. C'est grâce à Mélanie, elle nous a aidés vraiment, vraiment, vraiment. Je la remercie d'ici, vraiment, merci Mélanie. Et voilà, donc moi je lâche pas. Comme on a pu le voir au fil de ce documentaire, trouver des immigrants prêts à travailler ici en Beauce, c'est tout un processus, tant pour l'entreprise que pour l'employé. Et si on vous proposait la même chose dans un autre pays, le feriez-vous? Famille, pas de famille, ça serait 2 choses. Avec la famille, c'est sûr, ça serait toute la famille au complet. Ça serait probablement un beau défi, là, mais tout seul, si je partirais tout seul avec la famille ici, là, ça serait assez tough. Là. Bon, honnêtement, moi, je suis quelqu'un dans la vie, j'aime toujours ça, des nouvelles expériences, puis tout ça, fait que j'irais pas jusqu'à dire que j'irais absolument vivre là, parce que, tu sais, c'est une expérience, tu ne sais pas à quoi t'attendre, mais moi, je suis tout le temps partant pour des nouvelles expériences puis apprendre de nouvelles choses. Là. Ça prend beaucoup de courage. Je dirais que pour le faire, ça me prendrait beaucoup de courage, mais je pense que j'aimerais l'expérience. Je suis un gars assez aventurier, puis j'aimerais l'expérience, mais ça prend beaucoup de courage, lâcher la famille, lâcher les amis. S'en aller dans un autre pays, tu connais pas la langue, tu connais pas... Ouf, c'est un gros défi. Je le ferais parce que je suis aventurier, mais je suis pas convaincu que c'est tout le monde qui le ferait. Je ne sais pas si j'aurais le même courage. Donc, ce sont des gens courageux pour toi? Énormément. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ces gens-là. Je serais pas assez courageux. Honnêtement, je leur lève mon chapeau, puis c'est vrai pour les 10 Colombiens et c'est vrai pour les 4 Français. Partir, déménager, s'en aller dans un autre pays avec une autre langue, dans le cas des Colombiens, un autre système de fonctionnement social. Bravo. Je pense pas que j'aurais le courage de déménager ma famille puis de faire ce qu'ils ont fait là comme effort. Là. C'est très louable. L'aventure m'intéresserait. J'ai appris à découvrir un peu plus c'était quoi la Colombie, qui étaient les Colombiens. C'est passionnant, c'est captivant. Et en même temps, je vois de notre œil ce que ça peut représenter pour eux, là, cette démarche-là. Là, puis, wow, non, je pense pas que je l'aurais fait. C'est une nouvelle vie et non juste c'est une grosse aventure. Bonjour maman, je vous aime beaucoup et toi papa aussi. Ça, vous me manquez beaucoup et bientôt je viendrai au Maroc pour vous voir.